Alors Brigitte Kuster, vous êtes la seule politique sur son plateau, merci d'ailleurs d'être venue. Je ne peux pas dire qu'ils se bousculent pour en parler, les politiques en général. Pourquoi est-ce qu'en France, c'est tabou, chez les politiques? Ça n'est pas tabou chez les politiques puisqu'il y a quand même des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée. Certains politiques se sont d'ailleurs prononcés d'une manière ou d'une autre. Il y a même eu des missions parlementaires. C'est plutôt tabou au plus haut niveau de l'État parce que vous ne trouverez jamais un haut dirigeant qui présentera ça, à mon avis, en effet, en France, comme mesure de dépénaliser le cannabis. C'est pour nous avant tout, évidemment, un sujet de santé publique. Et comment un haut dirigeant prendrait le risque de légiférer en autorisant une substance avec des aspects néfastes qui sont reconnus par tant de monde dans le monde médical et dont l'Académie de médecine, d'ailleurs, avait voulu en faire une cause nationale, je crois, en 2004. On est quand même sur un sujet de santé publique. Michel Kokorev, c'est tabou ou pas en France? C'est tabou précisément parce que c'est la répression qui est le principal moteur de l'action publique, pas du tout les enjeux de santé publique. Si on prenait en compte les enjeux de santé publique, on serait d'accord avec ce qui a été dit par le pneumologue, c'est-à-dire que c'est bien plus le tabac qui crée la dépendance que le cannabis. Alors ce qui est intéressant dans votre reportage, c'est qu'on voit bien que le contexte international a changé et que c'est les États-Unis qui étaient leaders de la guerre à la drogue depuis Nixon et qui disent « stop ». La répression ne marche plus. La guerre à la drogue fait 60 000 morts sur la frontière mexicaine. Ça ne change rien aux habitudes de consommation. Donc le chef des croisés change de casaque et propose finalement, je parle de Barack Obama, une autre politique à demi-mot qui est suivie par les États, qui est suivie par l'Uruguay. Et on voit bien qu'il y a une prise de conscience internationale de, encore une fois, la guerre à la drogue ne fonctionne pas. Pourquoi en France on n'est pas capable de prendre en compte ce débat? That's the question. On vous la pose, Bernard Leroy. Oui, je pense que si on regarde toutes les expériences qui ont été menées depuis les années 20, elles ont toutes échoué. Les expériences de de fin légalisation. de légalisation. Je suis prêt à vous décrire tout ce que vous voulez, on n'a pas le temps ici, mais ça tout a échoué. Aux Pays-Bas, c'est vrai que la population, le taux de consommation est faible. Mais les Pays-Bas, c'est le phare pour les trafiquants du monde entier. Je me souviens, un jour, j'étais pour l'ONU au Kyrgyzstan. J'ai vu un type qui était en prison. Il m'a dit qu'il avait été pris parce qu'il avait mis au point un réseau qui envoyait de l'héroïne aux Pays-Bas et ramenait des voitures volées d'Allemagne. Et il l'avait dit parce qu'il avait appris que les Pays-Bas étaient dans cette situation si fascinante. Et les Pays-Bas ne sont pas si sûrs que ça, puisque je rappellerai que lorsqu'ils ont commencé, puisque aux Pays-Bas c'est interdit de posséder de la drogue, mais c'est des guidelines des procureurs généraux qui disent on n'applique pas la loi. Ils avaient dit au début 30 grammes. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ils sont à 5 grammes maintenant seulement. Depuis quelque temps, ils ont considéré qu'il ne fallait plus tolérer de cannabis de plus de 15% de THC, parce qu'il y avait des très gros problèmes. Il était trop fort. Oui, ils ont interdit pour les étrangers également de se fournir. Donc ça veut dire que les Pays-Bas se rendent compte quand même que leur politique pose un certain nombre de problèmes. Alors je voudrais revenir sur ce qui se passe au Colorado. J'ai rencontré quelqu'un qui en revient récemment. Et ce dont on se rend compte, c'est que les gens des pays, des États autour, accourent tous au Canada. La consommation, en Hollande aussi, on le sait bien. La consommation en un an a augmenté de 74%. Mais il y a plus grave, cette fameuse affirmation selon laquelle on pourrait ruiner la mafia. Moi, ça m'a toujours fait rire, ça me fait penser au socialisme scientifique de Karl Marx. C'était merveilleux sur le papier, on a vu ce que ça a donné sur le terrain. Et ce serait la même chose. Il est en train de se passer au Colorado quelque chose de très intéressant. La mafia vendait cher. Maintenant, c'est moins cher. La mafia, elle n'a aucune contrainte, elle peut avoir une flexibilité totale sur ses prix. Donc maintenant, elle vend moins cher que le cannabis vendu dans le cadre de la légalisation et elle vend du cannabis qui est d'une teneur supérieure. Donc c'est effectivement très intéressant pour les usagers. Et par ailleurs, compte tenu du fait que les gens qui se droguent ne veulent pas être enregistrés, donner leur carte d'identité dans un certain nombre de cas, eh bien, il y a tout un marché pour le crime organisé et de surcroît, ça ouvre la porte du marché pour les mineurs. Emma Vivorca.
Oui, c'était juste pour la question du tabou dont vous parliez au début, parce que je suis assez d'accord avec Madame Kuster sur le fait que, en fait, je pense que les politiques débattent entre eux à l'Assemblée nationale et tout ça, mais certainement, comme vous avez dit, quand on arrive à une position assez haute, tout d'un coup... Dès qu'on est ministre, Premier ministre ou c'est plus président. l'exécutif, je pense, du fait qu'il y a un exécutif qui est très fort et que du coup, quand on arrive au pouvoir, les politiques qui ne sont pas plus timorés que d'autres personnes ploient sous le poids des responsabilités que les Français mettent sur leurs épaules et que du coup, ils n'osent pas. Et que la représentation des idées dans la population n'est pas bien représentée suffisamment à l'Assemblée, quoi. Alors, sur la question du tabou, et puis après on reviendra aux arguments de Bernard Leroy, c'est un tabou en France Je pense que oui, mais c'est pas surprenant. On a été les derniers à donner le droit de vote aux femmes, les derniers à abolir la peine de mort, les derniers à vouloir que les gays se marient. Alors, pourquoi on ne serait pas les derniers à légaliser le cannabis, hein? Ça serait dans l'ordre des choses. Émeric Monville, votre position là-dessus? On a vu un certain nombre de politiques de gauche tendre vers cette position de pénalisation. Le think tank Terra Nova, qui travaille pour le PS et travaille là-dessus, des gens comme Vincent Payon, comme l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, avaient ce genre de position. Cécile Duflot. Ce sont des gens donc liés proches du gouvernement actuel du PS, et je ne pense pas que ce soit des gens de la gauche authentique, parce qu'à mon avis, s'il y a bien quelque chose qui pénalise le plus les classes populaires, c'est clairement cette culture de la drogue, la culture du repli sur soi, cette culture, on ne peut pas... Et effectivement, à mon avis, si on donne du travail, plus de travail aux gens, et surtout un travail qualifié, parce que c'est bien ça, et capacité à reprendre possession de sa vie, possession de sa parole de citoyen, effectivement, on ne sera plus dans une culture ultralibérale qui marque les sociétés effectivement, qui dépénalisent, qui sont des cultures du repli sur soi. Alors, ouvrons le débat. Là, il y a en France une politique plutôt répressive. Ça fait à peu près 40 ans maintenant qu'en Occident, on a déclenché la guerre contre les narcotrafiquants. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette répression, on serait plus nombreux dans tous ces pays à se droguer? Est-ce qu'il y aurait eu une explosion, comme en parle Bernard Leroy, dans certains pays, comme le Colorado aujourd'hui? Non, Michel Cocoref? Non, mais bon, le constat qu'on peut faire de façon unanime, parce que je pense que ce qui est important pour sortir des anathèmes et des tabous, c'est de parler de ces questions-là de façon pragmatique et pas de façon idéologique ou morale. Alors, prenons les chiffres d'interpellation. Depuis une dizaine d'années, il navigue autour de 160 000 interpellations par an. France, avec à peu près 85-90% d'interpellations pour usage de cannabis, ce qui me fait dire qu'on a affaire à une police du cannabis. Par ailleurs, très orientée en termes de race et de couleur de peau, mais ça, on pourrait y revenir plus tard. Et on a effectivement un dispositif législatif qui est le plus sévère, quasiment le plus sévère, puisque notamment les enquêtes de l'OFDT montrent que, loin de l'image du laxisme de la justice en matière de stupéfiants, les non-lieux sont devenus de plus en plus rares, les affaires classées de plus en plus rares, et que les juges condamnent, n'hésitent pas à condamner, par des peines fermes, avec sursis. Et donc, on est à hauteur des États-Unis en ce qui concerne la répression, et en même temps, on est au niveau le plus haut en ce qui concerne la prévalence, en ce qui concerne le taux de consommation. Donc, la preuve est faite, à partir des chiffres officiels, que le modèle répressif, le plus répressif, ne porte pas atteinte à la consommation. Puisque ce serait nous, mais ça, alors juste, je vous redonne la parole, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ce serait nous, en France, qu'on consommerait le plus de cannabis? Oui, vous êtes d'accord, Laurent? Oui. On est les champions de la répression et les champions de la répression. Champions de la répression et champions de la consommation. Voilà, tout le monde est d'accord sur ce sujet. Ah oui, Non, oui. champion de la répression, je ne suis pas forcément d'accord. Il y a Singapour, On arrête, on arrête 1500 personnes, 150 000 personnes Ah oui. pour usage de cannabis. Et j'ai vérifié les chiffres, le nombre de condamnations de la prison ferme, 150 000, c'est le roi. 150 000, oui. Et le nombre de condamnations à de la prison ferme, c'est 1500. Et c'est en général des gens qui ont été déjà poursuivis 10 fois ou qui ne se sont pas présentés à l'audience. Donc il faut relativiser la chose. Cela étant dit, je voudrais, il y a quelque chose qu'on n'aborde pas ici qui me paraît important. C'est que les lois nationales sont basées sur des conventions de l'ONU.
Il y a 3 conventions de 61 à 71 qui ont été les conventions qui ont le plus haut taux de ratification. Il y a 193 États dans le monde, il y en a 189 qui ont ratifié la dernière. Ces conventions disent 2 choses, c'est que les drogues ne peuvent avoir qu'une utilité, une utilisation médicale, l'utilisation non médicale est interdite, et que la possession en vue de l'usage, on ne dit rien sur l'usage, hein, la possession en vue de l'usage doit être sanctionnée pénalement. Ça ne veut pas dire de prison, mais beaucoup d'États ont mis de la prison. Donc moi, ce que je pense, il va y avoir en avril une réunion de tous les chefs d'État, UNGAS, au 17-18 avril à New York. Je pense qu'il est venu le moment où il faudrait qu'on ne mette plus en prison les usagers. On ne les met plus en prison, de toute façon. Je pense que ce serait déjà une première étape. La légalisation, il n'y aura jamais de consensus. Pour des conventions, il faut un consensus. Quand je regarde, qu'est-ce que ça donne? Vous avez 170 États qui sont intraitables pour ne pas changer. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est voir comment on pourrait passer, effectivement, à une autre gestion du problème des usagers, en maintenant, de mon point de vue, l'interdit. Et ma Vivorca, parce que vous avez dit, donc vous avez posé la question, est-ce que ce serait pire, voilà, si on n'avait pas. C'est intéressant parce que l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, quand on lit leur rapport, ils reconnaissent finalement que ça n'a absolument pas freiné le problème de la consommation dans le monde, qu'elle a explosé, et que en plus la législation et l'interdit ne régulent pas le niveau de consommation dans le monde, que 90% de la consommation, elle dépend en fait des lois habituelles, de l'offre, enfin du prix, de la demande, des engouements de la population et des risques qu'elle perçoit. Donc en fait, c'est pire probablement. Le fait de réprimer nous a empêchés de nous doter des moyens de lutter contre la consommation par des moyens de prévention classiques, hein, comme on fait pour les autres drogues. Et simplement, pourquoi l'ONUDC se maintient dans cette position, c'est parce que probablement le but n'était pas fondamentalement celui-là que d'empêcher le... C'était quoi le but C'est de rendre un trafic illicite, voilà, de faire en sorte que des personnes soient punies. Mais en rendant ce trafic illicite, en bah, gros, ça on a généré un marché qui retire. représente aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai pu lire, Voilà. 300 milliards d'euros Mais par ce n'est an. pas un marché... 300 milliards qui échappent totalement à tous les États, Oui, à mais tous les nous, ça ne nous fiscalités. intéressait pas à l'époque, parce que nous, on ne produit pas. Voilà, enfin, de notre point de vue, c'était plutôt avantageux que ces trafics-là soient pénalisés. Maintenant, ça change. On n'était pas producteur. Voilà. Emmanuel Auriol ? Oui, alors pour la Convention de l'ONU, justement, elle vient quand même, il faut le savoir, des ligues de vertu américaines, hein, les mêmes qui avaient fait la prohibition. Ah si, c'était du lobbying. Ben oui, mais elles ont fait du lobbying pendant des années. 183 États qui Ah, mais après, on peut entraîner beaucoup de gens là-dessus. Ça, c'est... Non. Mais en tout cas, oui, non, si. Et alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas parce que vous interdisez l'offre que vous tuez la demande. Et c'est bien ça qui s'est passé. Alors, on a toujours la demande qui est là, l'offre n'y est plus, légale. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse demande, il y a une offre illégale qui se met en place. Donc, avec la prohibition, ils avaient créé la mafia italienne, hein, la mafia, avec Al Capone, américaine. Et ça a été le seul effet, d'ailleurs, de longue durée de la prohibition de l'alcool. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ils ont mis en place la prohibition de l'alcool avant celle du cannabis, parce que c'est plus addictif, c'est effectivement, on devient alcoolique, c'est difficile d'être addict au cannabis. Donc la prohibition, c'est une politique de l'offre qui ne marche pas parce qu'on ne touche pas à la demande en fait. Brigitte Kuster, sur cette question, parce que ça représente un marché énorme, 300 milliards au niveau mondial, en France c'est 2,5 milliards par an, hein, je crois à peu près, le marché de toutes les drogues. Comment se fait-il que l'État ne se dit pas, attendez, autant que j'en profite un peu, que je taxe et que je touche là-dessus comme je touche sur le tabac, sur l'alcool et sur les jeux. Bon, évidemment, c'est un débat qui est tentant. Évidemment, on peut se dire pourquoi on ne ferait pas cela. Mais je voudrais revenir sur ce que vous dites, parce que d'abord, vous avez mis répression et prévention en les opposant. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'est très difficile à entendre comme argumentation, parce que je pense que les deux peuvent exister. Je pense qu'en matière de pénalisation, et le débat que lançait monsieur me paraissait intéressant, en effet, sur les peines par rapport aux usagers, et surtout peut-être axé, évidemment, plus sur les trafiquants. Et je ne crois pas parce que ce soit interdit, cela soit quelque chose qui attire encore plus un public. Si on regarde
les chiffres, puisque je me suis quand même penchée sur la question des jeunes, particulièrement, parce que qu'est-ce qui est intéressant surtout quand on parle de ce sujet et des dangers qu'on encourt, c'est qu'au départ, on ne donne pas envie à un jeune, que ce soit d'ailleurs alcool ou drogue, en tout cas, on parle en tout cas, du cannabis, lui donner l'envie. Et en effet, sur le sondage que j'ai, c'est que la moitié des jeunes n'ont pas pris de substance de cannabis, de substance illégale, parce que c'est interdit. Donc déjà, ça empêche certains d'y aller. Et je pense que la base de tout est quand même, en tout cas pour nous, si vous me le permettez, c'est quand même de prévenir, d'anticiper avant de légiférer. La priorité numéro 1, elle est de prévenir, de réduire la consommation et non pas d'avoir comme but et comme objectif la législation du cannabis. Les jeunes dont vous parlez ont quel âge? C'est moins de combien? C'est un sondage que je vais regarder puisque je l'ai avec moi. Oui, Michel Cocoref. Il y a un sondage aussi qui a été publié par les Inrecuptibles et qui montrait qu'il y avait 83% des jeunes interrogés en France qui étaient favorables à la légalisation et que donc si on prenait... Oui, mais ça montre qu'il y a un décalage générationnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Je suis désolé, Monsieur Leroy. Moi, je vois les États-Unis qui, effectivement, changent de position. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce qui s'est passé aux États-Unis à partir du moment où il y a 20 États qui sont soit sur le cannabis thérapeutique, soit 4 parmi eux sur la légalisation, comme l'a vu au Colorado. Quel est l'argument central? C'est un argument économique. C'est un argument économique. Et donc, si on se replace dans le contexte de la France, on peut se dire... la répression, ça coûte 300 millions d'euros chaque année. Ça ne produit pas des résultats énormes parce qu'on dit tout le monde fume, ce qui est un peu excessif. Et le modèle de légalisation via une sorte de CETA du cannabis, c'est 1 milliard d'euros annuels. Donc voilà des chiffres. Et quand on me dit la prévention, je suis désolé, mais la prévention, elle est mineure en France par rapport à l'option répressive, qui encore une fois ne marche pas. Donc on a l'impression d'une schizophrénie, un discours qui ne correspond pas aux réalités. Ce ne sont pas les mêmes acteurs aussi. Ceux qui font la prévention et ceux qui font la répression ne sont pas les mêmes acteurs. Mais les acteurs de la prévention sont minoritaires en matière de drogue en France. Vous ne pouvez pas comparer la justice et des acteurs de personnes qui sont dans la prévention, que ce soit le milieu associatif, que ce soit les médecins, ce sont deux mondes différents. Donc on n'a pas à les comparer en disant que l'un est plus fort que l'autre. Ce sont des sujets pour moi très différents. Et je voulais juste vous donner le chiffre, puisque l'étude, donc ce sont des jeunes, donc la moitié des jeunes de 17 ans n'en consomment pas et disent ne pas le faire parce que c'est interdit. C'est une enquête. Cela dit, ça restera interdit pour les jeunes de 17 ans. Nulle part où c'est légalisé. Ce qui est intéressant, c'est que la moitié n'y vont pas parce que c'est interdit. Mais ça resterait interdit, pardonnez-moi, juste je voulais dire, c'est que quand on parle de légalisation, si vous avez bien entendu, en tout cas dans les pays où on parle de légalisation, il ne s'agit pas de légaliser au moins de 18 ans, ni même au moins de 21 ans. Il s'agit de faire en sorte que les dealers soient plus devant les écoles. Exactement. Au collège. Non, mais c'est toute une chaîne, bien sûr. Bernard Leroy, vous disiez, pardon. Oui, c'est la théorie. Dans la pratique, ça facilite l'accès. Vous voulez dire que partout où, par exemple en France, où les cigarettes sont interdites aux moins de 18 ans, ça facilite l'accès au tabac pour les moins de 18 ans? Non, je parle sur la drogue. Les adolescents ont un intérêt particulier pour le cannabis et ils arrivent à s'en procurer, même si c'est interdit aux mineurs dans les pays où ça l'est. Non, il y a deux choses que je voudrais dire. Dans le monde actuellement, on estime entre 3,5 et 7% de la population du monde qui a touché à la drogue depuis 1 an. Alors que, donc c'est interdit. Regardez la proportion de gens qui consomment du tabac et la proportion de gens qui consomment de l'alcool. En France, 50% de la criminalité a un rapport de près ou de loin avec l'alcool. 50% des soins de santé aussi. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec l'interdit, mais il y a quelque chose qui est troublant de ce point de vue-là. Deuxième point, je pense qu'on ne peut pas tout enfermer dans l'économique. L'économique me préoccupe beaucoup parce qu'il y a un risque, on le voit par exemple au Mexique, de mise en danger de l'état de droit des pays par le crime organisé. Et il y a, je le rappelle, il y a eu à peu près plus de 100 000 morts liés à la guerre contre les trafiquants. Voilà, vous avez vu le pape ces jours sur ce sujet. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est la chose suivante. Le phénomène qui existe depuis que l'homme existe,
avec des hauts et des bas dans l'histoire. Et je vous rappelle que quand il n'y avait pas de convention, il y avait 10 millions de Chinois, par la faute des Britanniques d'ailleurs, qui ont eu le culot de les forcer à acheter l'opium du Bengale, 10 millions de malheureux Chinois qui se défonçaient. Et c'est là qu'on a commencé à mettre des conventions. Mais le problème nouveau depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le rapport de la drogue au style de vie dans le contexte du développement du consumérisme, du produit réponse à tout et du chimique, pareil de toutes les qualités. Et un dealer se comporte comme un publicitaire. Tu as un problème, j'ai un produit pour le résoudre. Et aussi, il se comporte d'une manière intéressante, c'est en miroir avec la drogue. La drogue, c'est l'idée de solution simpliste pour problèmes compliqués. Il ne faudrait pas que la légalisation soit une solution simpliste pour des problèmes compliqués. Émeric Monville, c'est votre sujet, ça. Oui, ce qui me frappe, c'est que c'est un journal comme The Economist qui prône cette dépénalisation, mais qui l'a toujours prôné, contrairement à ce que la presse française a raconté, puisqu'elle dit, là, d'un seul coup, ils viennent de prendre position. Ils ont toujours été sur cette ligne-là, de même qu'ils ont toujours été, depuis la guerre du Vietnam, pour l'intervention américaine, l'impérialisme à l'étranger. Et à mon avis, il y a une certaine cohérence de ce point de vue-là. C'est un journal qui a été créé un peu après la guerre de l'opium, par exemple. Où les Anglais ont imposé aux Chinois non seulement le colonialisme et la consommation presque obligatoire d'opium pour abrutir les masses. Pendant la guerre du Vietnam, je veux dire, la plupart des marxistes étaient contre effectivement ce LSD qui était répandu dans la jeunesse qui ne voulait pas de la guerre au Vietnam, et ça a été aussi une manière d'abrutir cette révolte-là. Donc ce journal The Economist, contrairement à ce que la presse française a dit, c'est pas simplement des gens qui ont des arguments économiques. C'est le journal des maîtres du monde. C'est au moins le monde diplomatique qui est quand même mieux renseigné, a dit le journal le plus influent du monde. Je veux dire, et cette politique est totalement cohérente. C'est-à-dire les bombes pour les étrangers et la drogue pour le bon peuple. Et il faut absolument. Et je trouve que c'est un scandale que ce soit une partie de la pseudo-gauche, cette espèce de deuxième droite, qui s'empare de ce genre d'arguments. Réponse des Michel Cocoref? Non, moi je me sens pas visé. Non, mais parce que, enfin, bon, je veux dire, les termes du débat, c'est on a un modèle, une politique publique qui ne marche pas. Les États-Unis s'en rendent compte, les Uruguayens s'en rendent compte, l'Amérique latine s'en rend compte, les Suisses s'en sont rendus compte depuis longtemps, puisqu'ils ont même organisé des formes de distribution contrôlée de l'héroïne en constatant que la délinquance baissait, que l'état sanitaire des usagers, parce qu'il faudrait qu'on en parle aussi un petit peu de la dimension sanitaire, s'améliorait, que la situation sociale s'améliorait, bon, pour autant que cette distribution soit contrôlée. Donc on a un modèle politique qui ne fonctionne pas. Regardons ce qui se passe ailleurs et faisons en sorte que les sommes astronomiques qui sont développées et dépensées pour une police du cannabis que j'évoquais tout à l'heure, elles soient dépensées pour autre chose et qu'elles soient prises en compte, qu'elles prennent en compte la dimension de santé publique. Effectivement, qu'on fasse de la prévention d'une autre manière que ce qu'on fait aujourd'hui dans les écoles avec un gendarme moustachu, je prends une image stéréotypée à dessein, qui vient expliquer que la drogue c'est mal. Non mais franchement, quelle crédibilité on a aujourd'hui à dire aux jeunes ou aux adolescents la drogue c'est mal? Voilà, et là-dessus, il y a des moyens qui manquent. Il y a des moyens, donc c'est pour ça que la dimension économique, je suis désolé, mais bien sûr, il y a une orientation politique, mais elle ne me semble pas du tout négligeable. Emmanuel Auriol? Oui, alors moi je sais pas, je suis assez d'accord, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas que les enfants se droguent, ça il n'y a pas de... C'est comment on y arrive, enfin j'espère qu'on est d'accord là-dessus. Et je crois que dire que le cannabis c'est pareil que l'héroïne ou la cocaïne, c'est dangereux pour les enfants parce que c'est beaucoup moins addictif. Pour le moins, oui. Et donc si vous essayez... Oui mais on vous dit c'est pareil, c'est très mal. Alors on essaye ça, on voit que les copains ils travaillent, ils vont à l'école, ils arrivent à même avoir le bac en fumant. Alors on se dit ben, la cocaïne ça ne doit pas être très très dangereux, ces adultes... Donc moi je trouve qu'on doit donner aux gens des informations objectives. Par exemple sur l'alcool, la France était un pays qui était complètement aberrant, un point aberrant statistique, puisqu'on était des très gros consommateurs d'alcool. On n'a pas dit aux gens on va vous interdire de boire, on va passer la prohibition, on n'a pas fait ça. Mais on a éduqué les gens, on leur a dit on ne peut pas boire quand on conduit. On ne peut pas boire, donc ça a marché. On a expliqué aux gens qu'on pouvait avoir de l'alcoolisme, des cirrhoses, des cancers. Et je pense que cette éducation-là, donc ça c'est une politique de la demande, elle a fonctionné puisqu'on est aujourd'hui dans la moyenne haute des pays européens, mais on n'est plus un point aberrant. Donc moi je pense que mettre le cannabis avec la cocaïne, l'héroïne, dire tout ça c'est pareil, c'est pas une bonne stratégie. Honnêtement, mais c'est pas une bonne. Mais personne ne Ben le non,
on criminalise ça, on dit ça, c'est pareil, c'est dans la même catégorie. L'alcool, ça va. Enfin, vous me regardez en disant ça, je me Pardon, sens oui. absolument Non, pas du tout excusez-moi, visée, parce excusez-moi. que c'est absolument pas le propos que Non, j'ai eu. c'était un truc Et en gender, là. matière de santé publique, de toute façon, alors je ne suis pas médecin, mais pour le coup, il y a quand même, vous êtes certains quand même spécialistes, c'est quand même reconnu les dangers, tous les dangers et tous les risques encourus lorsqu'on prend du cannabis. Sur les risques psychiques, enfin, il y a quand même des déclinaisons, parce qu'en effet, il y a beaucoup de morts par... C'est toujours l'argument qui est donné, l'alcool et le tabac. 40 000 morts d'un côté par an, 60 000 de l'autre. Mais en même temps, le jeune qui prend ça, et qui a cette drogue qui lui monte au cerveau, qui a après des risques qui peuvent faire de concentration, de mémorisation. Il y a des risques après où le cerveau est imprégné quand même par cette drogue, suivant évidemment la force de la drogue. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a l'impression de parler d'une substance qui serait anecdotique, qui serait juste « oh, je prends un joint de temps en temps et c'est pas grave ». Eh bien si, ça peut l'être. Et donc, cette pédagogie dont vous dites pourquoi on dirait ça, ça n'a pas marché. Après, vous donnez justement les arguments que ça a marché pour l'alcool. Eh bien si, plus on expliquera, plus on ira dans les écoles. Je suis désolée, étant élue et ayant plusieurs lycées dans mon arrondissement, plus on fait de pédagogie sur ce genre de sujet, si on y va en baissant les bras, alors en effet, mais il faut montrer la dangerosité du produit, quel qu'il soit. Mais vous avez raison, en même temps, en montrant la différence. Oui. Si on parle de LSD, c'est pas la même chose. Si on parle d'ecstasy, c'est pas la même chose. Mais parlons-en, mais en disant, c'est pas pour ça qu'il faut légaliser sous prétexte que c'est moins grave, entre guillemets. Emma Vivorka, vous aussi, vous ête pour la légalisation, mais pas pour les mineurs, on est d'accord. Ah bah pas pour les jeunes. C'est une évidence. Surtout que je pense qu'il n'y a que la légalisation qui permettrait de se donner les moyens de protéger les mineurs, pour le coup, qui sont particulièrement vulnérables par rapport à ça, c'est clair. Parce que le cannabis, tout le monde le sait, oui, c'est un produit comme les autres drogues, hein, comme l'alcool, comme le tabac. C'est particulièrement dangereux pour les jeunes. C'est très dangereux. Justement. Et en plus, plus ils consomment tôt et plus ils sont à risque de développer des addictions. C'est important de le dire, parce qu'on n'a pas encore dit depuis le début. Le problème, en fait, c'est que la répression, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que ça marche, c'est pour créer seulement des problèmes, quoi. Tous les problèmes dont on a parlé depuis le début sont liés à la prohibition, pas à la drogue. Les 600 nouvelles substances qui sont apparues cette année, l'année dernière, c'était 488, l'année d'avant c'était 80, et il y a quelques années c'était 40, c'est exponentiel, et l'année prochaine ce sera 1200. Ça c'est la prohibition, c'est des petits génies de labos qui fabriquent des substances nouvelles pour contourner la prohibition pendant 2-3 mois, jusqu'à ce que ce soit interdit. Que ce soit et du coup ils produisent tout et n'importe quoi. Je veux dire, voilà, on peut toujours continuer comme ça, hein, pour que ça... Michel Cocorel voulait... Par ailleurs, pour continuer, les overdoses, overdoses, les gens ne savent pas ce qu'ils consomment, ils veulent prendre du plaisir un soir, ils meurent, depuis le début, tous les problèmes sanitaires... Vous voulez dire qu'on ne mourrait pas si c'était légalisé? Bien sûr, ils ne savent pas. Je veux dire, au moins, les gens sauraient ce qu'ils consomment. On pourrait limiter la concentration des produits, on pourrait les orienter vers des consommations moins néfastes. Ils iraient chercher autre chose de plus fort. C'est un engrenage. Mais non, parce que les gens vont vers le marché légal quand il y en a. Si vous partez du principe que l'interdit est quelque chose d'attractif, eh bien, ils pourront aller vers un autre. Moi, j'ai jamais dit que l'interdit était attractif. Hein. Parce que dans les arguments de tout à l'heure... L'interdit, il a perdu de sa signification. Je veux dire, quelle signification l'interdit pénal a-t-il aujourd'hui, notamment pour les nouvelles générations? Non, mais franchement, il faut quand même être un petit peu réaliste. Mais cela dit, moi je suis d'accord avec vous sur le fait que toutes les drogues, je dis bien toutes les drogues sont dangereuses. À commencer par l'alcool, le tabac, parce que je suis désolé, l'alcool ça marche pas très bien, hein, on est, je pense, bien placé en France. Les lobbies sont là aussi pour... Les médicaments psychotropes sont des drogues dangereuses, le cannabis est une drogue qui peut être dangereuse. La question c'est comment on socialise leur usage. Et ce n'est pas avec la répression qu'on socialise l'usage. Imaginez une discussion entre des adolescents ou des jeunes majeurs et leurs parents sous couvert de l'épée de Damoclès de l'interdit. Est-ce que c'est vraiment facile de parler des usages, des risques, des occasions où il faut en prendre, pas en prendre, avec cet interdit-là? Moi, je pense que c'est ça le terme du débat. Et donc, si on retire cette épée de Damoclès, et si on a une approche pragmatique qui passe par la dépénalisation pour commencer, parce qu'il y a 60% des Français dans les sondages qui seraient d'accord avec cette position-là. On commence par la dépénalisation, peut-être qu'on socialisera davantage les usages abusifs et les risques. Parce que la question, c'est pas de boire un verre de whisky ou une coupe de champagne comme on va le faire après l'émission.
c'est d'en boire 3, 5 ou 10 et de prendre sa voiture derrière. Non mais je veux dire... Mais pardon, justement, il y a aussi une hypocrisie de la part de ceux qui sont en faveur de la légalisation, parce qu'ils parlent toujours du cannabis, mais de légaliser le cannabis et pas le reste, ça n'a pas vraiment de sens. Puisque parce qu'il y a 4 millions de consommateurs. Il y a 4 millions de consommateurs, mais il y a de plus en plus de consommateurs de cocaïne. Non, ils sont 400 000, Enfin, officiel. Officiel. Mais vous avez vu les chiffres, c'est exponentiel C'est la cocaïne 10% aujourd'hui. du nombre de consommateurs de Parce que c'est de plus cher. cannabis. L'interdit, Il y a quand même une différence d'échelle. Hein. Oui. Mais bon. Oui. Mais tous les arguments, qui sans consistent à dire il n'y a pas de raison de laisser tout cet argent aux mafias, c'est valable pour le cannabis, ce sera valable demain fait. pour la cocaïne. Bah oui. oui, donc, Émeric Monville. Mais pourquoi est-ce que l'État devrait concurrencer la mafia sur son propre terrain, vendre la même chose? Où est la dignité de la République? La République, c'est pas l'État, concrètement c'est le peuple français qui l'a fondée. Ce sont ses acquis sociaux de dignité. Et quel message on va envoyer? Robespierre, à qui la France doit une partie de son prestige, il sait « Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner ». Et là, c'est véritablement gouverner le crime, concrètement. Ce n'est pas le combattre. Cet argument me fait rire, combattre les mafias en faisant exactement le même type en commercialisant la même chose. Mais c'est une honte. Alors, dans ce que vous dites là, il y a une confusion parce que il y a une tendance à ne penser qu'à l'usage du cannabis occasionnel par des gens qui vont bien, pour qui c'est drôle, etc. Mais les drogues, c'est aussi plein de gens qui vont très mal et qui vont de plus en plus mal à cause des drogues et qui demandent précisément aux mauvais médicaments de traiter leurs problèmes. Et dans le contexte de ce que j'ai dit sur le consumérisme et le produit réponse à tout, si on ouvre les vannes, on aura de ce point de vue-là la submersion. Pour reprendre ce que vous disiez, excusez-moi, pour reprendre ce que vous disiez tout de suite sur l'épée de Damoclès, moi je vois aussi une autre épée de Damoclès le jour où on aura légalisé. Le sale gamin qui a 16 ans, qui va pas bien, pourra dire à son père, le gouvernement que toi mon père, tu as élu, me permet d'en prendre, même si ça ne te plaît pas. C'est le super pied, c'est la bombe atomique. Et c'est une transgression au niveau familial qui est bien plus forte que la transgression au niveau légal et qui risque d'avoir un effet tout à fait détonnant. Non, moi j'avais envie de parler des banlieues parce que... Attends, vous n'avez pas répondu à mes... Non, mais parce que c'est aussi la question par rapport aux mafias et par rapport aux arguments qu'on essaie de développer, et notamment à la question de l'État et de la République. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? La place du cannabis, il y a eu un reportage sur Marseille. Bon, la violence, elle est au Mexique, elle est aux États-Unis, et c'est ce qui fait que le chef des croisés tourne kazakh. La violence. Le chef des croisés, c'est Barack Obama. Hein, Exactement. Et c'est la violence raciale. Ne l'oublions pas. C'est la violence contre les Noirs, les Afro-Américains. Et en France, c'est la violence raciale contre les Noirs et les Arabes, qu'on ne veut pas nommer comme tels, mais qui pour autant sont très nombreux dans les prisons. Et cette violence-là, elle existe dans les quartiers de Marseille. Qu'est-ce qui est le premier produit d'appel dans les quartiers de Marseille? C'est le cannabis, c'est pas la cocaïne. Mais pourquoi donc? Parce que c'est la seule manière de faire de l'argent et d'avoir une certaine dignité, faute d'emploi, du fait du chômage. Ce qui veut dire, parce que ça me semble important aussi de ne pas avoir une vision trop centrée sur les drogues, c'est que si on allait vers ce scénario dépénalisation versus légalisation, il faudrait y associer aussi un plan social. Parce que ça va créer un appel d'air, cette histoire-là. Et que le problème, notamment en termes d'offres, il est là, il est dans la revente. On ne vend pas du cannabis pour s'amuser, on vend du cannabis parce que c'est un boulot, parce que c'est un job et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc là aussi, l'action publique, elle est importante. Et pas simplement en mettant des CRS. On met 50 CRS à Saint-Ouen. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change? Et là-dessus, bon, c'est vrai que ça m'énerve un petit peu, et il y a beaucoup de gens qui peuvent être énervés, parce qu'on sent qu'on est complètement dépassé. C'est-à-dire qu'on dit, bon, il y a un problème à Saint-Ouen, on va mettre 50 CRS. Bon, d'accord, mais il y a un problème qui est plus général, qui est social et économique. Comment on met en place une action globale qui associe la lutte contre la délinquance, mais contre les gros, et pas forcément contre les petits, et le volet social et économique? C'est ça la réalité à laquelle on est confronté. Et donc nos arguments idéologiques,
de ce point de vue-là, il semble un petit peu d'une autre époque. Je suis désolé, mais on n'est plus en 1970. Alors justement, à ce propos, écoutons les politiques français quand on leur parle dépénalisation, quand on leur parle cannabis. On se croirait un peu dans les années 70. Personne ne connaît rien, personne n'y a jamais touché, personne n'est au courant. Écoutez. Et Emma Vivorka, on a entendu Marine Le Pen en particulier dire que partout où ça a été tenté, la légalisation, on a vu une envolée de la consommation et surtout une montée des problèmes psychiatriques. Ah non, c'est faux. Non ? Non, il y a plein d'exemples. Enfin, au Portugal, par exemple, où ça fait 15 ans maintenant qu'ils ont dépénalisé l'usage de toutes les drogues, elle a plutôt diminué dans le pays. Ça a eu un effet très positif en termes de santé publique et de niveau de consommation dans le pays. Donc il y a plein d'exemples. Enfin, de toute façon, on peut comparer des lieux à niveau de répression très différents où le niveau de consommation ne sont pas du tout ce qu'on attendrait. Hein. On consomme autant à Amsterdam, on consommait autrefois autant à Amsterdam en Californie quand c'était interdit et Amsterdam toléré. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'impact sur le. Non, moi, une des choses qui me préoccupe, c'est indépendamment des interférences entre les politiques, le mouvement constant qu'on a vers une évolution d'un cannabis de plus en plus fort. Et quand j'étais un jeune juge d'instruction dans les années 70, je voyais des gens qui prenaient du LSD, qui étaient fous. Enfin, ils me disaient qu'ils se voyaient décorporalisés à côté d'eux. Et on a du cannabis qui arrive maintenant dans les niveaux qui peut vraiment donner des hallucinations de ce niveau. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inquiétant. Oui, quand j'étais avocat général, j'étais très impressionné par le nombre de morts que j'avais par accident, le conducteur ayant fumé du cannabis. Nous avons maintenant, je crois, 21% des accidents mortels en France qui sont en rapport en voiture. Hein, avec la consommation avec de la consommation de cannabis. Et Emma Vivorka, bien réagir. Je n'ai pas trop les mêmes chiffres en tête, mais l'alcool, c'est quand même le plus gros pourvoyeur d'accidents de la voie publique et on ne va pas le prohiber aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire qu'il y a l'alcool. Donc, je comprends ce que vous dites, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. L'alcool et le tabac sont pires, peut-être en mort. C'est pour dire que l'interdit ne sert pas à lutter contre les drogues. Mais on voit bien. Au contraire, c'est contre-productif pour lutter contre les drogues. On parle quand même d'un produit dangereux. On est en train de dire que c'est un produit dangereux et qu'il faut lutter. Le message qui est envoyé sur quelque chose dont vous... quand il y a un interdit, ça veut donc dire qu'on donne... Il y a un retour sur le danger. Il y a un retour sur le danger. Et le message qui est envoyé, c'est après, si vous vous dites, on libère le cannabis, après, pourquoi l'étape d'après, ça ne sera pas encore autre chose, parce qu'il y aura d'autres trafics dans les banlieues. Si on libère, on dépénalise le cannabis, eh bien, il faudra bien que tous ces petits caïds de banlieue se retrouvent sur autre chose. Donc, c'est pas pour ça qu'ils vont aller travailler, parce qu'on aura libéralisé. Donc, pourquoi ils n'iront pas faire plutôt du crack ou de la cocaïne? Ils vont trouver un autre système, parce que c'est une autre mafia qui se mettra en place. Et donc, je trouve que ce signal envoyé à notre jeunesse en particulier est un très, très mauvais signal. Et je pense qu'on est en responsabilité, et particulièrement, peut-être que je vous parle en tant que politique, mais je parle aussi bien en tant que mère de famille ou en tant que voilà, c'est quelque chose qui me paraît être à l'inverse de ce qu'on doit faire à l'heure actuelle. Même si vous estimez que ça a été différent dans d'autres pays, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Je regrette, c'est trop grave derrière. Surtout avec... non, parce que je ne sais plus quoi répondre. En fait, je pense qu'on a montré que la prohibition, ça crée tous les problèmes dont on est en train de parler, c'est-à-dire la violence, les problèmes, même les accidents. Je veux dire, la répression, ça ne lutte pas contre la consommation de drogue. Ça n'a jamais lutté contre la consommation de drogue. Le seul message qu'on va envoyer, c'est oui, la drogue, c'est dangereux. Non, il ne faut pas en consommer. Mais non, vous n'irez plus en prison pour ça. La différence peut être entre l'usager et encore une fois le trafiquant. Il y a peut-être à revoir l'arsenal législatif ou judiciaire. Peut-être ça serait intéressant de se dire que peut-être que les peines qui sont à l'heure actuelle pour l'usager et celles qui sont pour les trafiquants doivent peut-être être revues, puisqu'apparemment l'usager et en même temps, je comprends aussi l'argument qui dit que ça encombre éventuellement ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, la police du cannabis. On peut atteindre 15%. Voilà, qu'il peut être ailleurs. Donc on peut peut-être
Et je crois qu'il y avait cette idée alors tout le monde n'est pas d'accord au niveau politique et sûrement peut-être pas dans mon mouvement, mais cette notion de contravention chez l'usager plutôt que de peine est peut-être quelque chose qui mérite d'être travaillé. Voilà, il y a des dossiers qui sont, enfin, des sujets à mettre sur la table et à débattre. Emmanuel Auriol voulait intervenir. Oui, moi c'était pour revenir sur la légalisation des autres drogues, parce que c'est vrai que c'est lié de toute façon, on peut pas... Et si on prend par exemple l'exemple suisse de nouveau, parce qu'ils ont eu un gros problème d'héroïne, énorme, et ils ont été très pragmatiques en dépit de la convention de l'ONU, et donc qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes héroïne-man, c'est très très cher, et donc ce que vous avez besoin, c'est de trouver de l'argent. Donc vous devenez un délinquant, c'est-à-dire vous cambriolez, vous volez, vous vous prostituez éventuellement, enfin vous avez besoin d'argent. Et aussi ce que vous faites, vous devenez dealer. Et donc vous donnez des échantillons gratuits à des tas de gens autour de vous, les plus vulnérables. Ils vont devenir addicts et vous allez leur vendre de la drogue. Donc ils ont essayé déjà d'arrêter ça en ayant des programmes de substitution et ça a très très bien marché. Donc on a le nombre d'inscrits dans ces programmes, il est en chute libre depuis que ça existe parce que évidemment ils n'ont pas besoin, si vous voulez, de contaminer d'autres personnes. Donc ça c'est un des avantages, vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout qu'on encourage, hein. Ils sont traités comme des malades. C'est pas du tout glorieux. Je ne pense pas que ça fasse très transgressif de voir ce monsieur aller voir un médecin pour se faire prescrire sa dose. Enfin, c'est quand même assez pathétique. Donc je pense qu'aux yeux des jeunes, ça envoie un signal qui est très bon. C'est dangereux, c'est des pauvres types. Ils sont fichus, ou en tout cas ils sont bien mal en point. Et en même temps, ils ne créent pas une criminalité dans leur sillage. Bernard Leroy. Oui, effectivement, les traitements de substitution ont constitué une rupture formidable. Moi, quand je voyais les héroïnomanes les années avant, on a atteint à un moment 70% d'entre eux qui étaient séropositifs. Et puis maintenant, le groupe des héroïnomanes est cantonné et le Subutex a permis de bien avancer. Mais l'héroïne, ça représente très très peu dans la consommation. Oui, parce que l'héroïnomane a un profil très particulier. C'est un groupe, en gros, depuis 50 ans, de 170 000 personnes en France. Le problème avec le Subutex, c'est que l'héroïnomane qui a le Subutex, une fois qu'il a eu son produit de substitution, il faut aussi qu'il achète son beefsteak. Et donc on a de la revente. Un quart du Subutex prescrit en France est revendu. Et ce qui est très grave, c'est que cela a été même jusqu'à créer une toxicomanie à l'île Maurice. À l'île Maurice, vous avez une toxicomanie au Subutex avec des tas de trafiquants par voie aérienne, etc. Et de ce point de vue-là, c'est pas parce que quelqu'un est sous régime de substitution qu'il ne faut pas faire attention. Non, oui, c'est tout à fait fascinant les chiffres que vous citez parce qu'on se demande un peu d'où ils sortent, mais enfin bon, passons là-dessus. Ce qui est intéressant en même temps dans votre propos, et je pense que dans la situation française, c'est qu'à la fois on voit bien pourquoi il y a un statu quo, hein, parce que d'une certaine manière, notre débat est en partie symptomatique du statu quo qui existe depuis 45 ans. Hein, on est bloqué, quoi. Voilà. Tout le monde évolue, tout le monde change, les jeunes, les moins jeunes, etc. Ça fait quand même 3 générations maintenant qu'il y a de la consommation de drogue en France. On peut dire ça. Prenons compte quand même, ont une appréhension des dangers. Bon, nous, les parents, les vieux, on appelle ça comme on veut, on calcule rien, mais bon, voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 160 000 interpellations pour usage chaque année de cannabis, je le répète, et pas pour trafic, et en même temps 160 000 personnes à qui on délivre des produits de substitution. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de situation assez schizophrénique où, d'un côté, c'est la répression qui domine, parce que c'est l'État qui est l'acteur principal en cette affaire. C'est l'État qui doit dire ce que l'individu peut se procurer comme plaisir ou pas. Ça, c'est quand même une situation très française. Et en même temps, c'est l'État sanitaire qui délivre des produits de substitution. Alors, vous dites un quart, encore une fois, moi, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, hein, mais voilà, qui est dans une situation un peu d'entre-deux. Parce que s'il y a 160 000 Subutex et méthadone produits donc, qui sont distribués, c'est bien qu'il y a un problème sanitaire et qui n'est pas simplement un problème moral ou un problème... Bon. Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on donne comme message à dire, bah oui, il y a une politique en France qui consiste à chasser les dealers et donc à faire des interventions de police, mais en même temps, on les laisse faire quand il y a le bus qui vient distribuer des seringues et du matériel stérile et éventuellement fournir des produits de substitution. Enfin, je veux dire, par exemple, moi j'avais participé à une commission internationale au Canada. Les Canadiens, le bon sénateur qui menait cette commission me disait, mais qu'est-ce que vous faites en France ? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui, à la fois, est très prohibitif et en même temps est dans le sanitaire
avec la substitution. Donc, cette situation mériterait aussi, je pense, d'être clarifiée, pas forcément sous l'angle de la médicalisation à outrance, mais sous la prise en compte réelle des arguments de santé publique, et y compris pour les jeunes consommateurs de cannabis, parce qu'on peut être contre, nous le sommes, je pense, le fait de distribuer, de légaliser des produits à des mineurs, mais ça n'empêche que les mineurs en prennent des produits. Et si on était un peu plus innovant, un peu plus pragmatique, voilà, un peu plus pragmatique, moi c'est ça le message que j'aimerais donner. C'est pas donnons de la drogue à nos enfants et laissons tout faire à volo. Ce qui me semblerait un message pertinent, c'est une approche pragmatique des drogues en France qui soit à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays, en sachant que effectivement la répression et l'interdit ne règlent rien. En dépit de la répression et de l'interdit, d'après les études, mais vous allez me dire si elles sont, si je me trompe ou pas, on dit qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de drogue en France et qu'elle n'a jamais été aussi facile à trouver. C'est vrai, oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Le cannabis et la cocaïne. Et le problème qu'on a maintenant, en plus, c'est que dans les années 70, on parlait de l'escalade à l'héroïne. Ça n'existait pas en tant que tel. Les héroïnomènes avaient forcément pris du cannabis avant, mais peu d'usagers de cannabis passaient à l'héroïne. Maintenant, il y a une continuité entre le cannabis et la cocaïne, parce que la cocaïne a une image positive, festive, etc. Et il y a un autre phénomène qui commence à se greffer et qui m'inquiète beaucoup, qui est le suivant. L'Afghanistan produit de plus en plus d'héroïne et les vendeurs ont un nouveau marketing, c'est vendre de l'héroïne non plus aux usagers classiques d'héroïne qui ont le profil dont nous parlions tout à l'heure, mais à des usagers de cocaïne en disant c'est pas mal pour la descente. Et on a un nouveau marché de l'héroïne par sniff qui est en train de se créer comme cela. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y a une réactivité formidable de la part des trafiquants pour créer du marché et s'adapter aux situations. Et il y a une appétence dans nos sociétés basée sur l'oralité, le consumérisme et le produit réponse à tout. Et donc moi je pense... Et face à ça, il n'y a aucune réponse. Donc, non, il faut travailler sur le produit réponse à tout. Je dis toujours, notre société c'est le Titanic avec le trou dans la coque autour de ce que je viens de dire. Et la drogue n'est qu'un petit aspect à l'intérieur et on veut vider le bateau avec une cuillère à café. Donc il faudra que les gouvernements se préoccupent des facteurs qui font que la drogue est intéressante dans notre société. Mike Monville. On voit bien que face à cette chimisation, tous les débats qui ont eu lieu pour essayer de remplacer la psychanalyse par le tout médicament, par exemple, évidemment, la psychanalyse n'a pas resté sur les mêmes tabous qu'avait Freud lui-même par rapport au patriarcat, mais évidemment, ce qui était fantastique de la psychanalyse, c'est que l'homme est un être de parole et il a besoin de régler ses problèmes en discutant avec quelqu'un d'autre, faire un transfert contre transfert, donc une personne, et non pas un médicament. Donc c'est le lien social, évidemment, qui peut faire reculer cette espèce d'ersatz de culture, c'est le terme de Pasolini, pour dire ce qu'est la drogue. Mais simplement, quand on pose strictement ces questions en termes de danger médical, en disant que bon, c'est la même chose pour le cannabis et l'alcool, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce que ça signifie idéologiquement le cannabis. Et le cannabis reste depuis des années un rituel initiatique à ce que Michel Puscar appelait l'usage de la consommation transgressive, libidinale, ludique, marginale, ce qui n'est pas le cas de l'alcool. On peut boire du vin simplement dans un repas sans nécessairement vouloir se saouler, ce qui n'est pas le cas, alors que le cannabis vise à planer nécessairement. Donc à s'extraire d'une autre forme de société, ça porte une idéologie en soi. Et c'est cette idéologie donc d'une société libérale libertaire qui est devenue permissive pour le consommateur et qui est toujours aussi répressive pour le producteur. Il s'agit donc de consommer véritablement la production des autres. Et donc cette drogue-là est porteur d'une idéologie en soi. En fait, la fin de... Je suis vraiment au bout du moment, on ne sait plus quoi dire, parce que quand on a en face de nous des gens qui défendent, enfin qui sont contre la légalisation, qui font le constat de la catastrophe que c'est aujourd'hui, de tous les problèmes, on a vraiment l'impression de marcher sur la tête. Et finalement, en fait, pour être plus offensif, je pense qu'il faudrait dire que c'est ceux qui sont contre la légalisation qui sont laxistes, parce que parce qu'ils veulent que ça reste comme ça, et parce qu'ils sont là à dire
oui, faut envoyer des messages, ou bien il faut travailler sur le produit réponse à tout, ou bien réfléchissons sur la psychanalyse, alors qu'il y a un moment, il faut agir, quoi. Faut faire quelque chose, il faut que les dealers ne soient plus devant les écoles. Alors, Michel Barzac, en 1987, ministre de la Santé, a forcé Jacques Chirac, parce qu'il n'y avait pas consensus politique, à libéraliser les seringues parce qu'il y avait le sida et que le sida était une catastrophe sociale et sanitaire monstrueuse. C'est pas la même chose. Elle a eu le courage politique et cette mesure a mis quelques années à être appliquée et les pharmaciens, encore en 91 et 92, alors qu'on continuait à mourir largement du sida, ça c'est un enjeu de santé publique, il y avait un obstacle majeur. Moi j'aimerais que sur effectivement ces questions-là, il y ait des politiques, puisqu'on vous parliez du tabou, qui aient ce courage politique de regarder la réalité en face. Eh bien, à Paris même, vous avez des distributeurs tout près à la frontière du 17e arrondissement avec le 18e, de distributeurs de seringues, justement parce que ça, c'est quelque chose qui accompagne une personne qui, au lieu de prendre une seringue usagée, mais on n'est pas du tout dans la même, à mon avis, approche que ce que vous venez de dire. Et je ne voudrais pas qu'on reste sur une caricature Il y a à un moment des prises de conscience qui sont différentes et peut-être aussi en responsabilité différente suivant les parcours des uns et des autres et ce à quoi on est confronté au quotidien. Bernard Leroy, pardon. Dernier mot. Oui, moi je pense que il faut que maintenant on arrive à la contraventionnalisation. Donc la fameuse transaction pénale de Christiane Taubira, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer... On a convaincu Bernard Leroy. Non, je l'étais avant. J'ai écrit un article dans Le Monde en 2012. Sur ce sujet-là, au lieu d'embouteiller les tribunaux et de menacer les gens de prison qui payent une contravention tout de suite. Mais quand même une contravention. Oui. Et toujours pas de... Non, parce que une loi doit être appliquée, ou il faut la supprimer. Et donc je pense que la loi a du sens comme point de repère. Mais elle n'est pas appliquée puisque tous les études nous disent qu'on est les plus gros consommateurs de drogue en Europe. La contravention serait plus facilement applicable et causerait moins de dégâts. Émeric ? Dernier mot, outre le jour de la Libération, qui est en pointe sur tous évidemment ces dépénalisations et tout ça, récemment titrait aussi qu'il était pour l'État proxénète. Alors, outre l'État dealer, l'État proxénète qui assume une partie donc, du marché de la prostitution. Moi personnellement, je ne veux pas de ces sociétés et je ne vois pas en quoi ce serait une mesure de gauche et progressiste. Emmanuel Auriol, vous qui êtes pour toutes les légalisations. Ça, voilà. Donc, Alors, puisque je suis pour tout, moi je crois que l'État, il définit les règles, justement, il est le maître du jeu, et on peut autoriser ou interdire l'alcool, par exemple, la vente d'alcool, ça a été essayé, ça n'a pas marché. Donc je suis, comme mes collègues, je pense qu'il faut être pragmatique, et que cette interdiction qui vise normalement à supprimer les consommations ne marchant pas, c'est ça le but de l'État, ça serait sa grandeur, de revoir sa copie, de se dire qu'est-ce qui marche pour que nos enfants ne se droguent pas. Voilà. je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Vous restez ici. On va accueillir tout de suite deux célèbres astrophysiciens. Reculez